Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, quand même. Hein, c'est pas rien. C'était un sacré... Enfin, allez, ça n'engage que moi, mais je crois qu'on peut dire que c'est le duo de cinéastes, l'un des duos de cinéastes les plus inventifs de l'histoire du cinéma français, les plus fous. On n'avait jamais vu un truc comme ça au cinéma, on n'a jamais revu un truc comme ça depuis, ni Délicatessen d'ailleurs. Heureusement, peut-être, non. Je sais pas. Marc, Jean-Pierre, on va commencer par un flashback, les origines, comme dans les super-héros. Quelle est votre origine? Alors, j'ai cru comprendre que votre première rencontre, c'était au Festival d'Annecy et que Marc a vendu un magazine à Jean-Pierre. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, j'avais créé avec un ami qui s'appelait André Igual. Qui est au générique. Il a écrit la chanson du nain. Du nain, là, ouais. Et puis avec qui on avait fait plein de choses, Rock Contine et tout ça. Et j'avais créé avec lui une revue qui s'appelait Fantasmagorie, qui devait être la première revue sur le cinéma, dédiée au cinéma d'animation. Et voilà, et j'ai été vendre le premier numéro tiré un peu à compte d'auteur, surtout avec son fric à André. Parce que moi, à l'époque, j'étais pas très fortuné. Et je t'en ai vendu un numéro. Oui. Voilà. Que j'ai toujours. Voilà, et puis on a sympathisé, on a discuté. On a été voir des films d'animation. Voilà, et tu avais ton cousin aussi qui faisait un festival, hein, voilà. Que j'avais rencontré, voilà, et puis on est devenus potes. On a eu envie de faire un film d'animation ensemble, voilà. Et on en a fait deux, L'Évasion et Le Manège. Marc faisait les têtes des personnages, ouais. Moi les corps, et puis les décors et tout ça, et voilà. Le deuxième, Le Manège a gagné un César, c'était mon premier César. Et puis après avoir fait des marionnettes et tout ça, c'est on va faire un film. Et on a fait le bunker. De la dernière rafale. Voilà. Ouais. Alors attendez, vous allez trop vite là, les gars. Trop vite. On est là pour la nuit alors. Non, mais alors on s'arrête un tout petit peu sur vos deux premiers courts-métrages, L'Évasion et Le Manège. Donc de la stop motion, c'est de l'animation, mais avec des petites marionnettes animées image par image dans des décors miniatures. C'est pas la manière la plus facile de commencer à faire des films. Ce serait plus simple, a priori, de prendre des acteurs qui existent, dans des décors qui existent. Là, il faut tout fabriquer. Oui, mais quand tu connais personne, que tu t'es pas du sérail, ça paraît plus accessible. Tu fais tes petits trucs, et puis tu viens de la bande d'essai, tu as envie de tout contrôler. Tu fais ça dans ta cuisine. Tu fais les décors, tu as une petite caméra 16 mm, tu bricoles, en fait. C'est du bricolage. Alors que des films avec des acteurs, ça nous semblait un peu inaccessible à l'époque. Et qui faisait quoi alors sur ces deux courts-métrages? Comment vous êtes répartis le travail? C'est vraiment des films de Jean-Pierre. Moi, je suis venu lui filer un coup de main. C'est un peu, finalement, on a toujours continué un peu ce truc-là. Moi, je lui faisais des personnages, des décors, enfin, tu vois, un peu un environnement comme ça. Et puis après, il mettait en scène, quoi. Hein. C'est quand même. Voilà, après ça s'est un peu étoffé, et puis ça... Le Manège, on peut le trouver sur YouTube, je crois. L'Évasion, c'est plus difficile, mais Le Manège doit y être. Ouais. Et alors, on voit déjà vos sources d'influence. Dans Le Manège, il y a les arts forains, quand même, qu'on va retrouver pas mal dans vos autres films. C'est une imagerie qui vous plaît, ça? C'était une photo de Douaneau, un manège sous la pluie, qui m'avait donné l'envie. Et puis l'ambiance des photos de Brassailles. Ouais. Et puis bon, moi, mes parents faisaient les marchés, tout ça, donc j'ai côtoyé ça depuis tout môme. Et puis une de mes grandes fiertés, mais pas pour celui-là, mais pour Délicatessen, c'est d'avoir fait faire des numéros de clowns et tout ça à Dominique Pinon par les Cipollot, qui étaient des genres de clowns musiciens, un couple qui faisait de la musique avec des clochettes, avec des vers musicaux. Et puis c'est eux qui ont appris à Dominique à jouer de la suite musicale. Donc voilà, c'est tout un truc, les fêtes foraines, tout ça qui est et un truc là. Que j'ai oublié de te dire, c'est que l'autre jour, j'ai revu La Fin du jour de Duvivier, qui est un film que j'adore. Ah ouais, et tous les personnages, je me suis dit, mais c'est Caro qui les a sculptés. C'est des vrais acteurs. C'est-à-dire que l'influence, c'était vraiment les films d'après-guerre, les trognes des Michel Simon, des Louis Jouvet, des Saturnin Fabre, etc. Tout à fait. Alors, on parle d'influence, c'est vrai qu'on pense beaucoup à ce cinéma des années 40. C'est quoi, quand vous étiez petit et ado, les claques cinématographiques que vous avez reçues l'un et l'autre, ou qui vous ont fait dire « mais je veux faire ça quand je serai plus grand » ? Alors, moi j'ai 17 ans et je vais voir au Sable d'Olonne une copie toute rayée parce que j'avais pas eu les moyens de la voir à Nancy. C'était Il était une fois dans l'Ouest. Et alors je l'ai raconté 100 000 fois, mais vraiment j'ai pas pu parler pendant 3 jours. J'étais sous le choc. Alors mes parents me disaient mais qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule et tout. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'était un choc extraordinaire, quoi. Et puis après le deuxième, c'était Orange Mécanique pour la forme. J'ai vu 14 fois en salle. Voilà, c'était les 2 grands chocs. Alors non, moi, je crois, il y a Pinocchio de Walt Disney, et on en retrouve là, quand j'ai revu tout le truc de, comment ça s'appelle, de la puce et tout ça, et certains plans,
Et juste à ce moment-là, était sorti en commerce le DVD de Pinocchio, et je regarde le début de Pinocchio, puis je me dis, oh putain, ça vient de là. Tu vois, je me rappelais même plus. Et puis l'autre, moi, le grand flash, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, là où j'ai vécu une expérience métaphysique dont je ne me suis jamais remis. Voilà. Comme beaucoup, je crois. Et alors, le bunker de la dernière rafale, c'est un moyen métrage, hein, c'est déjà un peu plus costaud que les deux premiers. Et puis là, des vrais acteurs. Alors c'est compliqué de passer des marionnettes qu'on peut manipuler, à qui on peut faire ce qu'on veut, finalement, à des acteurs. Des vrais acteurs est un grand mot. Il y a vous deux d'ailleurs dedans aussi. Non Surtout Marc. Oui. Bah, y a quand même un plan qu'on a vu qui n'est pas dans le film, dans le bunker de la dernière rafale. Et au montage, enfin, au dérochage et tout ça, on voit ce plan, mais qui était nazissime, quoi. On se regarde, et puis on s'est aperçu qu'il y avait personne qui était en train de regarder dans l'œilleton de la caméra, parce qu'on faisait tous quelque chose. Ouais. On était en train de pousser le chariot de travelling, en train de faire l'éclairage. C'était une toute petite équipe, quoi. Ouais. Donc il y avait On était 5 dans l'équipe, 7 en fait, 7. Et on faisait tous acteurs. Et c'est un film où on sent peut-être une autre influence aussi, c'est celle du cinéma muet. Enfin, on pense à Metropolis, Eisenstein, tout ça. Il y a un peu de ça aussi, non? Ah ben, de toute façon, il y a tout le cinéma expressionniste. Moi, je piquais la carte d'étudiant de mon frangin qui était à Louis Lumière pour aller voir tous les films expressionnistes à la Cinémathèque de Chaillot. Et donc, je me suis tout bouffé. Et un film qui est sorti juste quand on le préparait, c'était Razorhead de David Lynch. Et alors l'histoire marrante, c'est qu'après le film est passé au cinéma Escurial à Paris avec Razorhead pendant 5 ans. Oui. Et à la fin, ça a attiré tous les punks qui venaient vomir, alors ils ont arrêté. Et puis il y a un autre film, moi, qui a été aussi assez important pour le bunker, c'est le film de Chris Marker, La Jetée, qui est quand même aussi un des seuls bizarreries comme ça qu'il y avait en France, nous, quand on a commencé, parce qu'on était quand même on était un peu seuls quand même dans le genre de truc un peu fantastique, bizarroïde, à l'époque, on en 80. Commençait à se passer un truc, mais vous êtes arrivé avant, c'est-à-dire que 2 ans après, il y a Besson et Jolivet qui font Le Dernier Combat, qui est aussi un film futuriste en noir et blanc sans parole, mais on sent que vous êtes... je sens que Jean-Pierre a un truc à dire là-dessus. Un scoop, c'est Luc qui me l'a raconté. Il a eu l'idée du Dernier Combat en voyant le bunker au Festival de Lille. Ah bah voilà, tout est dit. Sauf qu'il a été plus intelligent que nous, il en a fait un long métrage, ce qu'il a propulsé. Alors il en a fait un court d'abord. Non, il a fait un long métrage. Il n'a pas fait le court d'abord ? Ben non. Ah bon. Ensuite, avant de passer à votre premier long qui est Délicatessen, il y a 2 autres courts-métrages avec des acteurs que j'appellerais moi des films de collage. Parce que les deux, donc c'est Foutaise et celui d'avant, qui j'ai oublié le nom, qui tirait d'une BD de Marc. Pourquoi je les appelle collage? Parce que ce sont 2 courts-métrages qui sont accompagnés par une voix off, celle de Jean Bouise pour le premier, celle de Dominique Pinon pour le deuxième, avec un enchaînement d'images montées de manière assez virtuose et assez dynamique, des images que vous avez tournées, des images que vous avez piquées, des dessins animés, des vieux films. Comment on fait un film comme ça? Tout se fait à l'écriture, tout se fait au montage? Déjà c'est moi, parce que je sais que Marc les aime pas trop. Et non, c'était Foutaise, c'était en attendant de faire Délicatessen, comme on n'arrivait pas à trouver le budget, ça a traîné pendant 1 an. Et à un moment, j'en pouvais plus, donc j'ai écrit tout ce que j'aime pas. Vous pouvez le voir sur YouTube si vous connaissez pas. Et donc je l'ai fait avec l'argent. Je devais de l'argent aux impôts. J'ai appelé les impôts. Je leur ai dit je peux pas vous payer, est-ce que vous m'accordez un délai? Ils m'ont accordé un délai de 6 mois. Je l'ai financé avec cet argent. Je l'ai vendu à Canal+ et j'ai remboursé les impôts. Donc je l'ai fait avec un prêt de l'État à 0%. Pas mal. Ouais, mais alors tout était pensé pour coûter rien. C'était vraiment fait en bricolant. Et pas de repos. Alors c'était encore pire. C'était vraiment des films faits avec 3 francs 6 sous, quoi. Mais c'est une BD de Marc. Voilà, alors c'est rigolo de regarder. Elle est parue là dans. Il y a un truc qui vient de Métal Hurlant vient de ressusciter. Et donc, dans le dernier numéro, là, le numéro 4, il y a l'original de Pas de repos pour Billy Bracco, qui s'appelle Pas de linceul pour Billy Bracco, qui est pas du tout dans le même registre. Moi, c'est très Kafka, machin, tout ça, un peu plus noir, quoi. Et donc, voilà, et il en a fait un peu ce qu'il a voulu. C'était une inspiration bizarre, et en fait, qui a été beaucoup piqué en pub. Un jour, je vois une pub qui ressemblait vraiment, j'appelle l'agence, et on me dit « Ah non, c'est pas Amélie qu'on a piqué, c'est votre court-métrage, Pas de repos pour Billy Bracco. » Je dis « excusez-moi, alors. » Alors, ça va. Ça va, alors. Alors, Foutaise va nous donner l'occasion de parler de Dominique Pinon, quand même. Dominique Pinon, qui est votre acteur fétiche. À tous les deux, parce que vous travaillez de manière jointe ou séparée, vous l'aimez bien, Dominique. C'est quoi cette love story? Comment ça s'est passé? Pourquoi vous aimez autant? Moi, je me souviens, c'était en voyant un court-métrage
d'Arthur Joffé qui s'appelait La Découverte. Et donc on l'a découvert dans La Découverte. La découverte au sens de découverte au cinéma, c'est-à-dire un décor qu'on met en fond derrière une fenêtre. On l'a revu aussi dans le film de Benex, là où il faisait Diva. Le petit tueur, là, voilà, c'est ça, dans Diva. Et puis on l'a rencontré, je ne sais pas à l'occasion de quoi. C'était la fête de fin tournage de Diva, je crois. D'accord. Ouais. Et puis voilà. Et donc il y a cet amour, comme on disait tout à l'heure, de cette génération d'acteurs, Louis Jouvet, Michel Simon, Carrette, enfin, on pourrait en citer des tonnes et des tonnes, mais même après, Francis Blanche, enfin, il y en a quand même tripoté, quoi, et qu'on a un peu perdu. Et donc nous, on a essayé de retrouver ça. Des acteurs de composition. Voilà. Qui ne sont pas capables de jouer seulement ce qu'ils sont à la vie, ce qui est beaucoup le cas en ce moment. Oui, qui peuvent créer des personnages, tout ça. Il y en a encore, hein, les gens du jardin, les Pierre Ninet, on a encore des gens comme ça. Quoi. Il y en a plein. Mais, et puis, voilà, Dreyfus, quand même, aussi, tu vois, des gueules. Il m'a beaucoup plu, là, aujourd'hui. Non, et puis oui, c'est ça, c'est des gueules, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que physiquement, c'est important aussi que leur visage véhicule quelque chose. Oui, mais alors on nous dit ici, oui, vous faites que des trucs avec des gueules et tout ça, mais c'est pas que des gueules, c'est quand même des super acteurs. C'est tous, vous voyez Pinon sur scène tout seul pendant 1h30 pour faire du Novarina et tout ça. Vous avez un angle, tu vois. Ils sont pas si nombreux que ça, hein, ou même Dreyfus. Il fait des trucs absolument incroyables et tout. C'est vraiment, pour moi, c'est la même classe que Gérard Philippe, que tous ces genres de mecs-là. Hein. C'est des mecs qui peuvent occuper une scène et créer des personnages. Et c'est de la même dimension que Anthony Quinn ou tous ces genres de mecs-là, moi, qui m'ont, dans le cinéma américain aussi, qui m'ont fait rêver, quoi. Et nous, on les trouve beaux. Comme tu disais, il y a l'art africain, l'art grec. Nous, on est plutôt art africain. Voilà, c'est une autre forme de beauté, mais la beauté, elle est partout. Vous n'allez pas dire qu'une étoile de mer ou un escargot, c'est laid. Il y a des gens qui disent ça, mais c'est stupide. C'est une beauté naturelle qui est absolument hallucinante. Ils s'en foutent que ce soit beau. Enfin, ça ne veut rien dire. C'est que des clichés. Là, quand je vois les canons de beauté de certains trucs, je les trouve formidablement laids, ces gens-là. Non, mais c'est vrai que Ron Perlman, par exemple, il est beau. Et pourtant, il a une drôle de tronche, mais il est beau. Oui, et puis alors lui, c'était un autre truc aussi, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est qu'il a cette capacité à avoir plusieurs facettes émotionnelles. C'est qu'on peut le voir assez dur, assez étrange un peu, tu vois, et puis en même temps, il peut avoir une douceur dans le regard, une genre de truc émotionnel qui est vraiment très très fort, quoi. Alors, on lui avait envoyé le scénario à son agent, et l'agent disait non, ça ne l'intéresse pas. On a eu un doute, on l'avait passé par Jean-Jacques Hano, avec qui il avait fait Au nom de la rose. Il a reçu le scénario, il l'a fait et il a viré son agent. Ah bah bravo. Alors Délicatessen, ça se passe quand, ça se passe où? En fait, les films que vous faites en commun, qu'ils soient courts ou longs, on sent qu'il y a cette idée que, tout le temps de brouiller les pistes. On ne sait pas où est le curseur. Ça se passe dans les années 40, ça se passe dans un futur post-apocalyptique. C'est une volonté, ça, de créer ce flou artistique. C'est du conte, donc je ne sais pas s'il était une fois quelque part. Donc il n'y a pas c'est un côté intemporel, universel, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est un mélange, de toute façon, c'est 30, 50, il y a la télé, il y a... Voilà, et puis en même temps, c'est un post-apocalyptique. C'est Brésil qui nous avait bien influencé pour ça. Quand même, mais plus, il y a un côté plus franchouillard que Brésil. Non, mais pour le côté timeless, le côté intemporel. Ah oui, peut-être, oui. Oui, c'est un rétro-futur, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, Délicatessen, c'est un film qui est quand même sacrément ambitieux pour un budget qu'on imagine assez raisonnable. Tournage dans des décors où vous avez fait des tas de trucs complètement fous, enfin il y a des effets spéciaux. J'imagine qu'il y a des choses qui ont été compliquées à faire, qui ne se sont pas passées comme il fallait ou comme vous vouliez. Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage sur vraiment ce qui a été galère ou au contraire ce qui s'est super bien passé? Enfin des choses qui pourront nous permettre de briller en société après. Non mais on aime bien quand c'est compliqué. Nous, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et c'est vrai que tous nos films, chaque plan c'est un challenge. Les accessoiristes adorent travailler avec nous parce qu'ils disent à chaque plan il y a un truc à inventer, il y a un truc incroyable à faire. Non, la salle de bain qui s'ouvre dans Délicatessen, c'était un grand moment quand même. C'était dans une cour et l'eau partait dans la cour parce qu'il y avait des tonnes d'eau. Et j'ai quand même un grand souvenir de voir tous les acteurs passer en dessous du praticable sur lequel on était. Je vois mon Tiki Olgado passer en me faisant coucou. Il flottait sur l'eau qui les emmenait. Non, c'était super à faire, quoi. Alors, avant d'attaquer votre long métrage suivant, La Cité des enfants perdus,
Marc. Alors non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. On a donc fait le bunker de la dernière rafale, qui a eu son petit succès à l'époque. On a eu des prix, des machins, tout ça. Et puis, on s'est fait traiter un long métrage. On s'est aussi fait traiter un peu de néo-nazi révisionniste. Oui, aussi. À cause du look, c'était l'ambiance de l'époque. Non, mais je voulais parler de Chaos Kid. Alors, je suis pas bon dans la chrono. Pour moi, Chaos Kid se situe entre Délicatessen et la Cité des Enfants Perdus. Je voulais parler de ce court, tout à fait, oui. Parce que c'est un cours réalisé par Marc Caro. Je sais pas, vous l'avez vu ce court métrage? Oui, mais alors ça, c'est là tu retardes énormément. Je retarde. Bah oui, parce que moi, à partir de 84, je fais beaucoup de choses expérimentales. Je fais Mètre Cube, le Topoclogue, le Cirque Conférence, et plein de choses comme ça, qui sont des œuvres absolument inconnues, mais qui existent, qui sont des expérimentations faites avec l'INA ou des choses comme ça. J'allais en parler justement de la partie underground de ce que tu as fait, parce que ce que fait Jean-Pierre, les gens connaissent beaucoup de choses qu'a fait Jean. Peut-être pas tout, parce qu'il a fait aussi des courts-métrages et des pubs plus récemment que vous connaissez peut-être pas et que je vous invite à découvrir. Marc, il est un peu plus dans l'ombre. Il fait des choses qui sont moins mainstream, mais c'est aussi ton esprit. Tout à fait. Tu es en dehors de... Mais alors, pourquoi je parle de Chaos Kid? Parce que celui-là, je le trouve assez ouvert au grand public. C'est-à-dire tout le monde peut le voir et l'apprécier, le comprendre, parce qu'il est... Alors, je vous explique, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un match de boxe entre Dominique Pinon et François Hadji Lazzaro, qui est là, donc les deux opposés évidemment, mais ça ne suffit pas parce qu'ils sont tout plats. C'est-à-dire qu'il s'est débrouillé techniquement, il va nous expliquer comment, pour que Dominique Pinon et François Hadji Lazzaro soient des hommes élastiques tout plats, avec, comment il s'appelle, Christian Salingro, celui qui joue l'arbitre, que vous connaissez. Mais lui, il n'est pas plat. Groland, lui, il n'est pas plat. Et tout ce court-métrage, c'est un combat de boxe impensable entre deux personnages de cartoon, en fait. Alors, comment est venue l'idée? Surtout, comment ça a été fait, ça? On est quand même au milieu des années 90, on n'en est pas aux effets numériques d'aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'être au départ de toutes les machines numériques. Donc, moi, j'ai expérimenté, comme je le disais tout de suite, là, à partir de 84, toutes les grosses machins, plus la 3D. Et donc, j'ai développé Chaos Kid avec le programme qui permet de rendre les gens plats comme ça, et un programme à mon nom, si l'on fait pour moi. Quoi. Donc, et puis après, on a repassé les acteurs. Ça va, ça... Non, mais je déconne, mais moi, c'était le but. J'adore déjà les matchs de boxe. Et puis, aussi le côté Popeye, etc. Tu vois, il y a un genre de côté comme ça, très cartoon. Et donc, voilà, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, après, on essaye, et puis on voit si ça le fait, quoi. Alors, effectivement, c'est le gros méchant contre le petit mec. C'est quand même très... effectivement, comme tu le dis, mainstream. Non, en plus, c'est le petit qui gagne. Puis on le trouve, vous pouvez le trouver assez facilement, si vous voulez voir Chaos Kid. Mais on a toujours été à la pointe de la technologie. Souvent, nos détracteurs, on nous a reproché de faire des films vintage, mais ils ne se rendent pas compte que le vintage, on l'a reproduit avec les plus hautes technologies. Dans Délicatessen, on était les premiers à utiliser des trucages en vidéo, c'est avant le numérique. Dans La Cité, on a mixé en numérique, c'était le tout premier film mixé en numérique. Amélie, le premier film étalonné en numérique, etc., etc. Spivett tournant en vrai 3D, etc. On adore les challenges, on adore la technologie, même si l'univers visuel de nos films est un peu rétro et vintage. Mais La Cité, c'est quand même parce qu'on était vraiment en avant-garde, pour le coup, là, sur tout ce qui est matte painting numérique, il y en a quand même un paquet, sur les dédoublements de Dominique Pinon, qui aujourd'hui ne surprennent sans doute plus, mais à l'époque, ça se faisait pas. On avait les visiteurs qui avaient un peu essuyé les plâtres, mais ça n'était pas à ce niveau-là. Là, on n'avait jamais vu ça. Toute la séquence de la puce en image de synthèse, on n'avait pas l'habitude de voir des créatures en image de synthèse. On avait eu Jurassic Park avant, mais en France, on ne faisait pas ça. Ça vous effrayait pas, ça, d'être des expérimentateurs? Ah non, au contraire, c'est excitant. J'adore les puces, moi, personnellement. Non, mais on ne se rend pas compte, mais tout le décor était vrai. C'était sur le 4000 m² Arpajon, le bateau, tout ça, qui était tiré par des tracteurs, c'était gigantesque. Il y avait l'eau, c'était énorme, avec des machines à vagues. On se perdait dans le décor au début, on n'arrivait pas à s'y retrouver. Et aujourd'hui, on ferait tout en numérique. On ferait juste des murs derrière les acteurs et tout serait fait en numérique. À l'époque, tout était vrai. Quand je revois Ron Perlman, il rentre sur le décor, il est resté mais bouche bée, et les enfants aussi, quoi. C'était extraordinaire à voir. J'ai eu la chance inouïe d'y aller dans ce décor. Vous étiez pas là. C'est Jean-Marie Vives, donc, qui a fait les matte painting, qui m'ont emmené. Et c'est vrai qu'on est dans un décor grandeur nature à 360 degrés et 380. Oui, j'ai toujours été très très bon. Toujours 360. Très 360. Bon. Non, 380. Pour moi, il était à 380. Et pour les acteurs comme pour les réalisateurs, être dans un vrai décor, mine de rien, j'imagine que ça change tout. Alors c'est très étrange. Avec, c'est arrive dans un genre de grand cube vide comme ça, de 4000 m².
très haut, ça faisait, je sais plus, 9-10 mètres de haut, non plus, ouais. Et tu dis, oh, c'est immense, comment on va remplir tout ça. Puis tu commences à construire les trucs avec quand même tout le talent de Jean Rabas, hein, heureusement qu'il a été là, et puis de 300, je sais plus combien ils étaient. J'ai encore des gens qui viennent me dire, bonjour, j'ai travaillé avec toi sur la Cité des Enfants Perdus. Je les ai pas tous connus, moi je connaissais les chefs de poste et tout ça. Et donc tu remplis tout ton truc, tu viens les patines et tout ça, tu pouvais t'approcher, elles étaient incroyables quand même, hein. On s'est fait des délires, bon, voilà. Et puis tu commences, tu dis mais ça devient petit, tu vois. Et puis tu commences à remplir d'eau, puis tu commences à mettre les fumigènes et tout ça, et là ça redevient immense parce que tu imagines toute la ville derrière, elles sont pas là, mais derrière tes feuilles, il n'y a plus rien, il y a des murs, tu vois. Mais ça recommence, et puis tu commences à acheter à faire voler des mouettes et tout ça, et puis là, tu regardes dans l'œilleton, et tu es au bord de tu es dans un port, quoi. Il y a vraiment un côté magique comme ça qui est quand même incroyable. Tout le port, où, quand ils vont embarquer sur la plateforme avec le soleil couchant, la brume, c'est tout fait en vrai, il n'y a pas un trucage là. Et alors, il y a plein de trucs que tu n'imagines même pas. Parce qu'après, nous, il y avait à peu près genre 50 cm d'eau, comme ça. Et puis, donc, on met d'abord un genre de colorant, parce que j'avais eu cette idée de faire... Ce serait bien, comme dans les peintures de Chirico, qu'on ait vraiment les murs de briques rouges et la mer verte, comme ça. Et puis, bon, tu mets du colorant naturel, et puis au bout de 6 heures, ça commence à... Tu vois, donc, merde. Ok, alors on va mettre du chlore, tu vois, mais le chlore, il te fait dissoudre tout le truc. Donc après, tu refous des peintures aquarelles, parce qu'il va y avoir quand même des acteurs qui vont marcher dedans, puis même tous les techniciens. Et puis après, on avait une séquence ou deux où on a creusé 2-3 fosses comme ça, où ils sont, tu vois, quand ils sont dans le bateau, tout ça, là, les acteurs sont machin. Et puis ces fosses-là, au bout d'un moment, tous les techniciens les oubliaient. Et par jour, on avait au moins 2-3 techniciens qui passaient. On avait un tableau avec des croix en face des noms, quand on entend décrire. Et l'autre truc en plus, c'est comme on avait mis du chlore et tout ça, les mecs qui venaient de voir après, puis ils avaient tous les poils blancs décolorés, quoi, comme si c'était fait décolorer les cheveux. Enfin bon, puis ça veut dire obligé d'avoir des fringues de rechange, parce que les mecs ils tout trempent et tout. Bon, tu vois, tu peux jamais imaginer. T'as une petite idée à la con dans un endroit, puis après ça. Ouais. Je me revois en train de taper, le bateau défonce le ponton, et là c'est parti. Il était fabriqué en vrai à l'échelle 1, qui se démantibulait et qui se reconstruisait comme un manège, plus des maquettes, C'était hallucinant tout ce qu'on a fait pour cette petite séquence, quoi. Ça nous ramène aux films que vous aimez, ceux des années 40, les films avec les décors de Troner, enfin les films de Carnet, c'était du vrai, c'était du décor. Bien sûr. Tout a été détruit, il reste des petits bouts de tout ça quelque part? Venez à mon bureau. On a fait une grande expo, l'expo Caro Genet, qui était à la Halle Saint-Pierre à Paris, puis qui était à Lyon. On a fait 180 000 visiteurs, ce qui est énorme pour une expo de cinéma où il y avait tous ces objets. Je vois que personne n'y était, tant pis pour vous. Bravo madame, bravo. Mais non, les objets sont dans mon bureau. Voilà, mais les décors, non. Par contre, on avait été contacté à la fin du tournage par le GIGN, tu te rappelles de ça, qui voulait s'entraîner dans les ruelles et tout ça, tu vois. Donc on a dit, nous, on est pas, enfin, si vous voulez récupérer les décors, prenez. Mais par contre, il faut savoir que tous les layers derrière, on les loue, c'est pas à nous. Donc après, ça les intéressait un peu moins d'avoir juste des feuilles de polystyrène. Il y a un sarcophage qui est à vendre sur PropStore, des sarcophages des enfants. Alors c'est trop volumineux, personne ne veut l'acheter, mais il a vendu. J'ai essayé d'avoir le petit explosif avec l'oiseau, je me suis fait avoir aux ventes aux enchères. Par contre, j'ai réussi à avoir le mégot avec la puce qui saute dessus, 800 €. Et je l'ai eu. Ils m'ont dit, on est ravis que ça retourne à son propriétaire. Je dis, merci enfoiré. Comment vous l'avez eu? Un petit trafic comme ça. Non, c'est PropStore. Vous avez le fouet d'Indiana Jones à 250 000 $ sur PropStore. Le Betty, la maquette du vaisseau qui est dans Alien, dans mon Alien, 85 000 $. Oui. Belle transition. Bravo Jean-Pierre. T'as vu? Ouais, c'est bien, c'est bien.
Alors, Alien, qu'est-ce qui leur est passé par la tête aux Américains? Ils sont fous, quoi. Pourquoi ils ont demandé... Alors, je fais un petit récap. La Cité sort où fait l'ouverture du Festival de Cannes. Et Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur français, me dit: vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de La Chasse. Parce qu'on faisait l'ouverture pour un film français. Et effectivement, c'était très froid. Hein. Tu te souviens, 30 secondes d'applaudissements polis. Le lendemain, tout le monde faisait la grimace. Et Toscan me dit: mais soyez contents, il n'y a pas eu un strapontin qui a claqué, il n'y a pas eu un sifflet. Ça s'est très très bien passé. Nous, on était défaits. Et puis après, ça a été vraiment le film, on s'est fait massacrer sur La Cité. Et puis il est devenu tellement culte qu'on est là aujourd'hui avec une restauration en 4K. Donc vous voyez, ça s'est fait le succès sur les années. La meilleure critique, c'est le temps. Par contre, les Américains, eux, comme c'est un peu fantastique avec les rêves, ils ont flashé dessus tout de suite. Je vais à Hollywood et tout le monde me disait: ah, je l'ai vu 5 fois, c'est extraordinaire. Je me dis: ils se moquent de moi, là, ils se moquent de moi. Et donc, ils m'ont envoyé Alien. J'en ai parlé à Marc, qui m'a répondu: ouais, si je peux pas faire ce que je veux, mettre des boulons partout, ça m'intéresse pas. Puis moi, je me suis dit, de toute façon, ils vont me virer au bout d'une semaine. Je parlais même pas anglais, vous voyez. Donc j'y ai été, j'ai rencontré tout le monde. Je leur disais: mais pourquoi vous me prenez? Vous avez plein de metteurs en scène de talent. C'est tout ce qu'ils avaient envie d'entendre. Donc plus je leur résistais, plus ils étaient accrochés, quoi. Et puis j'ai été choisi. Et puis j'ai pas été viré. Et puis c'était une expérience extraordinaire, même si le film est une suite d'un grand film, mais c'est qu'une suite, quoi. Mais l'expérience était fantastique. Et Marc est venu quand même. Il a fait des dessins de costumes. Donc il a passé quelques jours à Los Angeles au soleil. Ouais, ce qui reste, c'est le personnage de Pinon, on va dire, dedans. Ouais. Avec voilà. Ouais, parce que Marc, Alien, c'est quand même ta culture, quoi. C'est enfin, en tout cas, le tout premier, c'est la culture métal hurlant, c'est Moebius, c'est Giger, c'est tout ça. Giger n'était pas sur celui-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les racines de la mythologie alien, c'est ça quand même. Oui, tout à fait. Et t'as pas pu faire ce que tu voulais, du coup. Non, mais moi, j'ai même pas été vraiment contacté au départ. C'est toi. Non, c'est moi qui l'ai fait venir, oui. Voilà. Tu vois, mais après, alors on peut faire le monstre. Ah ben non, le monstre, il s'en occupe déjà. On peut faire les vaisseaux spatiaux. Ah ben non, il y avait l'anglais, la Phelps. Il y avait 905 personnes qui ont travaillé dessus quand même. Donc, à l'époque, c'est intéressant. Sur les 905 personnes, 4 noirs. Ça serait aujourd'hui, ça serait 50-50. Hein. Ouais, ça a évolué un peu, heureusement. Mais Giger, j'ai pas pu l'employer parce qu'il il travaillait sur celui de David Fincher. Il leur avait fait des aliens en forme de saxophone, ils avaient moyennement apprécié. Donc ils m'ont dit: non, n'en veut pas. Et je l'ai rencontré après, parce que dans les interviews, j'ai beaucoup parlé de lui. Il était très flatté. Je l'ai rencontré à Paris. On était assis sur le bord d'un petit lit, on faisait des selfies et je pouvais pas croire à ce qui m'arrivait. Parce que quand même, pour moi, c'est un héros, quoi. C'est un génie. Enfin, il a beaucoup souffert. Hein. Non, je parle pas de Giger, je parle de Fincher sur le tournage. Fincher m'a dit quand je suis arrivé: fous le camp, fiche le camp, reprends l'avion, sauve-toi. Heureusement que je l'ai pas écouté. Alors rétrospectivement, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cet Alien-là, avec le recul? Je trouve le scénario un peu con, moi, mais j'ai essayé d'en faire un film arty, ce qui fait que ça a été un échec aux États-Unis, parce que les Américains, les geeks américains, ils aiment bien le premier degré, alors que moi j'ai essayé de mettre mon humour un peu stupide dedans. Donc les Français, quand il est sorti en France, c'est comme si j'avais gagné la Coupe du Monde à moi tout seul. J'étais un héros, il y avait des 4 étoiles partout, mais moi je me disais: mais ça va pas, non, quand même, ça faut pas exagérer, quoi. Et puis maintenant, les gens le voient avec plus de recul. Et il est pas mal critiqué, mais c'est normal. Les regards changent. Et puis, moi, c'était une expérience fantastique quand même d'être sur des immenses plateaux. On avait 4 plateaux de 3000 m² avec Sigourney Weaver, tout ça. C'était extraordinaire, quoi. Puis tout Paris est passé chez moi, à Los Angeles. J'avais amené tous mes petits Français. J'ai rencontré ma femme là-bas. Enfin, c'était une aventure extraordinaire, quoi. Et avec Sigourney, ça s'est bien passé? Ouais, génial, parce que justement, quand il y avait des scènes un peu d'action, je lui disais: c'est emmerdant de faire ça. Tu veux pas qu'on fasse plutôt une scène de comédie? Elle me disait: tu es mon héros. Donc elle me supportait vraiment, quoi. Parce qu'elle avait quand même un rôle bien au-delà de celui de l'actrice principale. C'était le pilier de la saga. Oui, j'ai vite compris, hein, parce qu'un jour, je lui ai dit: tiens, je vois un peu les choses comme ça. Elle me dit: non, attends, c'est moi qui vois. Je la connais mieux que toi, Ripley, donc voilà comment on va faire. Alors j'ai dit: ok madame, bien madame. Et à partir de ce moment-là, j'apportais des idées, je lui apportais de l'eau à son moulin, elle était ravie, donc on s'est super bien entendu. Et le travail sur les effets spéciaux, parce qu'il y a quand même une scène avec des créatures en images de synthèse sous l'eau qui a pris un coup de vie aujourd'hui, mais qui est quand même assez ambitieuse. C'était Blue Sky, c'était le tout début de l'image de synthèse, chaque plan coûtait des millions de dollars, c'était terrible. Et c'est très moche aujourd'hui quand on les voit, c'est mal éclairé, la texture est moche, il n'y en a que 12 ou 13, parce que c'était beaucoup mieux de les faire en vrai, les costumes. Ce qui tient la route, c'est ce qui est en vrai, d'ailleurs. Exactement, oui. Non, les quelques plans de synthèse sont très moches aujourd'hui. Il y a une nouvelle créature que certains ont détestée, d'autres ont beaucoup aimé parce qu'elle est assez horrible et
pour certains, ne correspond pas à l'imagerie d'Alien. C'est l'idée de qui, cette créature? Ah bah c'était dans le scénario de Joss Whedon. Ouais. Non, Marc, la chose qui m'a dit, ouais, le truc avec son petit nez qui bouge là. Non, mais moi, il y a quelque chose quand même dans la franchise Alien. J'aime que les numéros impairs, le premier et le 3. Les autres, je les aime moins parce que c'est pas tellement... Ils sont bien faits, les films et tout, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que le Alien perd de sa dimension mythologique. Quand il est tout seul, ça devient le mal incarné, tu vois, l'alien incarné. Quand on a toute une tripotée, ça devient un peu une bande d'insectes que tu tires et qui explosent comme des gros cancrelats. Et t'as même pas la folie qu'il y a dans Starship Trooper où t'en as tellement que putain, tu te dis oh putain, on va jamais s'en sortir, tu vois. T'as même pas ça. C'est un peu les cow-boys et les Indiens. Celui de Cameron, pour moi, est horrible. C'est vraiment... Ouais, again, enfin, tu vois, c'est des trucs de. Ça fait de guerre. Ouais. Voilà, c'est des trucs de. Et pourtant, c'est un de ceux qui a le mieux marché, je pense. Hein, tu vois, non, je sais pas. C'est généralement, avec le 1, celui que les gens préfèrent, celui de Cameron. Mais pour moi, il n'y a que le 1. Le 1, c'est un chef-d'œuvre. Et puis voilà, après, c'est des suites et des trucs commerciaux. Est-ce que La Cité des Enfants Perdus, quelque part, ça a été le moment où vous vous êtes dit bon, on a chacun un univers qui se synchronise peut-être pas forcément à chaque fois. Il va peut-être falloir chacun qu'on s'exprime de notre côté et qu'on montre nos univers distincts. C'était déjà un miracle d'avoir fait 2 films ensemble alors qu'on n'est pas frères. La plupart des couples de cinéma sont les frères Taviani, les frères Cohen, les frères etc. etc. À part Nakache et Toledano, des couples, il n'y en a pas tant que ça. Nous, on a réussi à faire 2 films avec des goûts communs. Et puis à un moment, moi j'avais envie d'aller plus vers Amélie, qui n'est pas du tout son truc. Lui, pour des trucs plus expérimentaux, on avait besoin de splitter. À la fin de La Cité, ça commence à devenir tendu. C'est-à-dire que moi je tirais vers le narratif et toi vers l'esthétisme, je me souviens. Oui, moi j'avais des trucs bons, j'aurais pas fait comme ça. Tu vois, au bout d'un moment, voilà, bon, il y a plein de trucs là, même en le revoyant, je me dis, ah mais j'aurais pas fait comme ça. Oui, bah oui. C'est un moment. Bon. Moi aussi, je me dis, j'aurais dû faire autrement aussi, hein, c'est normal. Hein, aussi, oui. Non, mais objectivement, en voyant La Cité des Enfants Perdus aujourd'hui, et je crois que c'est ce qui fait la saveur et la singularité de ce film, c'est que c'est un film qui est tiraillé justement entre l'univers de Marc, c'est le cyberpunk, c'est de la science-fiction, c'est très oppressant, c'est totalitaire, c'est un peu le bunker de la dernière rafale aussi un peu, et puis l'univers de Jean-Pierre où on a ce côté enfantin, la nostalgie, les petites choses du quotidien, et on sent que le film essaye de se balader entre les deux. Par moments, c'est miraculeux, ça marche, d'autres moments, ça marche pas si bien, mais c'est pas grave parce que c'est ce qui fait que ce film est unique au monde. Je sais pas si vous le voyez comme ça, vous aussi, aujourd'hui. Oui, peut-être. Oui. C'est vrai que les cyclopes, c'est plus Marc. Le rapport Miette-Wan, c'est plus moi. Enfin, oui. Et alors, mais moi, ce que je préfère, c'est quand même le Père Noël avec. Ah oui, là, c'est quelque chose, la scène, là. Daniel Milford avec les mômes, là. Oh là là. Chaque fois que je le vois, moi, j'en peux plus. Il leur a pas fait peur aux enfants, Daniel Milford? Télérama avait écrit qu'on avait le don de rendre laid tout ce qui est beau. Non, mais tu vois, on nous a souvent reproché aussi, mais quand même, qu'est-ce que vous avez fait aux mômes pour les faire pleurer comme ça? Tu parles, t'as tout, c'est quoi? C'est l'AFDAS? Non, comment pas l'AFDAS? C'est l'ADAS, oui. L'ADAS qui sont là, tu fais rien aux mômes. T'as juste, tu les laisses tout seuls dormir. En fait, ils faisaient la sieste. Voilà, et on allumait toutes les lumières, il y avait plein de caméras, 3-4 caméras, et on attendait. Il se passait rien, ils dormaient. Et on voit des mains qui rentrent dans le cadre, qui font glong, 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 rien. Glong, 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 rien. Et puis au bout d'un moment, il commençait à ouvrir les yeux. Il y en a un qui réveille et puis... Les parents étaient là, puis les parents bougeaient pas alors qu'ils voulaient aller dans les bras des parents. Voilà, c'était tout simplement ça. Alors, t'en as un qui chiale. C'est parti. Puis toi, tu filmes. On a juste un plan où ils sont ensemble. Ouais. Avec Daniel et le... Et on a tout mis. Il y a même des plans flous parce qu'on a mis tout ce qu'on avait. Ouais. Les enfants, quand t'as ce que tu veux, tu prends. Bah, on racontait qu'on avait électrifié les lits, mais c'était pas vrai. Non, on a juste mis 2-3 trucs dans les biberons, c'est tout. Alors, Jean-Pierre, lorsque tu es parti faire tes propres films, on a vu quelle était ta personnalité en solo, même si on la voyait déjà dans un film comme Foutaise, par exemple, parce qu'il y a énormément de points communs entre Foutaise et Amélie. Mais Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, Micmac, ou T.S. Pivette, ce sont des films qui racontent des histoires réalistes, entre guillemets. Réalistes parce qu'on sait où on sait quand on est dans un cadre qui... Mais malgré tout, tu ne peux pas t'empêcher d'appliquer sur ces histoires-là un filtre poétique
et même un filtre fantastique, parce qu'il y a des scènes fantastiques même dans ces histoires réalistes. C'est ta vision du monde, de la mise en scène? Comme on vient de l'animation, on se sent plutôt comme un peu des peintres. Un peintre, je sais pas, un peintre, Turner, il transforme la réalité, il fait pas un truc réaliste. Marc disait un truc très juste, je le cite très souvent quand même, c'est qu'on n'est pas intéressé par ouvrir la fenêtre et reproduire ce qu'on voit dans la rue. À ce moment-là, autant faire des documentaires, ça sera jamais aussi vrai que de faire des vrais documentaires. Mais le cinéma du réel est quand même une superbe escroquerie, tu vois. Si quelqu'un dans la salle ou un journaliste, tout ça, peut m'expliquer ce qu'est le réel, tu vois, même tous les gros brains des astrophysiciens, de machin, t'as personne qui peut te dire ce que c'est que le réel. Donc le machin, dès que tu as une vision et que tu viens enregistrer quelque chose, il y a un point de vue, donc c'est pas du réel, c'est déjà une fiction, tu vois. Donc, bon, un film de Kenneth Loach, c'est quand même plus réaliste que La Cité. Et moi, en tant que spectateur, j'aime bien. Mais c'est pas le réel. Oui, bon. Tu vois, moi je trouve plus réel un film comme Micropolis, là, avec les insectes, là où tu vois un vrai truc, tu vois des insectes qui vivent, tu vois un moustique qui éclot, des trucs comme ça. Ça c'est une captation d'un bout de réel. Tu vois, même si ça a été quand même très très mis en scène. Mais les trucs là où on va filmer des couples qui se déchirent, c'est pas du réel, c'est un genre de, c'est du faux. C'est quand même non, ils se déchirent pas les gens, tu vois, c'est des acteurs. Enfin, moi j'adore par exemple le film d'Agnès Jaoui, Le goût des autres, qui est un film réaliste, c'est un de mes films préférés français. Oui. Mais en tant que spectateur, je saurais pas le faire. En tant que réalisateur, ça m'intéresserait pas, je m'ennuierais. Mais tu vois, moi je trouve qu'il y a des fois plus de réel dans des trucs beaucoup plus abstraits. Pour moi, il y a beaucoup plus de réel dans Tati que dans Sautet, par exemple. Parce que la vision qu'il a de la ville moderne, comme ça, c'est effectivement une abstraction, mais ça traduit. C'est comme les poètes, des fois ils traduisent plus, ils ont des fulgurances qui rendent plus réels des trucs qui, quand on les décrit juste comme ça, font un peu toc à mon niveau, à mon goût. Hein. Après, c'est chacun son truc, mais bon. Mais voilà. C'est vrai que cette notion de réel, de toute façon, elle est subjective. Et c'est ça qui est intéressant quand on évoque les films de Jean-Pierre qui, soi-disant, sont réalistes, mais ne le sont pas. En fait, ils sont réalistes dans ce qu'ils nous racontent. Parce qu'ils nous racontent des choses très intimes. C'est ça que je trouve intéressant dans un film comme Amélie Poulain, quand même, qui est, j'ai l'impression, un film très personnel, très intime. On sent qu'il y a plein de petits trucs qui viennent de l'enfance de Jean-Pierre, enfin des trucs personnels. Et ça a beau être intime, ça aurait pu toucher que le cercle de Jean-Pierre, ses amis et sa famille, ça a touché le monde entier. Comment on analyse ça après coup face à ce succès qui est colossal? Alors, j'ai un peu réfléchi là-dessus. Il y a toutes les étoiles sont alignées. D'abord, il y a un sujet un peu fort qui est l'idée de quelqu'un qui aide les autres sans rien demander en échange. Alors, ça touche la fibre. Chacun de nous a quelque chose de positif. On est tous des pourris, mais on a tous un truc positif. Regardez, il y a un tremblement de terre, tout le monde va aller gratter la pierre pour essayer de sauver les gens. Enfin, on a tous ça. Après, il y a les petits plaisirs de la vie. Après, il y a la découverte d'une actrice. Après, il y a une musique, il y a une tire-scène. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui sont alignées, et puis ça a donné ce que ça a donné. Et il y a un moment, ça vous échappe complètement. Moi, j'étais prêt à signer pour 1 million d'entrées, et on en a fait 33 sur le monde. Donc, il y a un moment, ça vous échappe. Vous vous retrouvez à côté de Chirac qui vous bourre les côtes en disant c'est génial, votre machin là. C'est plein d'effets spéciaux, on les voit pas. Vous voyez, ça devient surréaliste, quoi. Ça vous échappe complètement. Et 20 ans après, à Cannes, sur la plage, c'est encore bourré, ils refusent encore 200 personnes. Ça continue. Au Café Les Deux Moulins, il y a encore une photo toutes les 4 minutes. Enfin, quand ça vous échappe à ce point-là, c'est génial, parce que c'est le rêve de tout créateur de faire un truc très personnel et qui devient un phénomène de société, quoi. Alors, on m'a raconté quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît, Jean-Pierre, que tu as un cahier sur lequel tu passes ton temps à noter des idées, des souvenirs d'enfance, des petites sensations, des choses en se disant tiens, ça pourra peut-être servir dans un film, et que tu le consultes de temps en temps. Est-ce qu'il existe ce cahier ou est-ce que c'est une légende? Oui, ça s'appelle un PowerBook, un PowerBook Macintosh, hein, c'est dans l'ordi, bien sûr. Ouais. C'est les dossiers dans l'ordi. Donc c'est une espèce de patchwork de choses qui pourraient servir? Oui, bien sûr, j'en note tout le temps. Ouais. Là, d'ailleurs, comme j'attends, je travaille sur une mini-série, c'est un peu long, je me dis, je vais peut-être faire Footès 2 avec un iPhone, le nouvel iPhone 14 Pro, parce que maintenant, avec un ordi, un iPhone, on fait un film, quoi. Et Marc, toi aussi, tu procèdes comme ça par patchwork, en accumulant des sources d'inspiration, des idées, en te disant on verra bien ce qu'on en fera le moment venu? Alors moi, je suis plus dans l'expérimentation. Et au niveau informatique, moi, j'apprends encore les logiciels pour faire de la 3D, tu vois, Blender, machin, tatati. Là, je vais faire un stage pour apprendre Unreal Engine et tout ça. Donc, je suis plus dans
dans la techno. Et puis autrement, moi je fais du son. Et puis je fais de la bande dessinée encore. Donc je suis tout le temps en train de crobarder ou de faire quelque chose avec mes 10 doigts, quoi. Donc, et puis même au niveau du son, c'est toujours aussi expérimental. C'est genre, moi je fabrique mes sons à partir de zéro en branchant tu vois, les trucs, les câbles et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est plus un côté. J'ai pas forcément. Je cherche. Je m'en fous peut-être de trouver plus que toi, finalement. Mais, moi, je cherche. Et puis, de temps en temps, il y a un petit truc qui me... Ah ouais, c'est pas mal, ça. Mais la notion de faire a toujours été importante. De faire. Oui, tout à fait. On a toujours défendu ça, le plaisir de faire. Oui, oui. Et souvent, il y a dans des écoles de cinéma, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir metteur en scène? Je lui dis, mais tu veux être ou tu veux faire? Tu veux être metteur en scène ou tu veux faire des films? Ça, c'est une bonne question, ça. Tout à fait. Et nous, on continue à faire. Là, moi, en ce moment, que j'ai un projet, donc ça traîne. Ben, j'assemble des petits trucs de la nature. Je fais des bestioles avec. On en a fait un court-métrage avec Robin Sego qui s'appelle 2 escargots s'en vont, que vous pouvez voir sur YouTube aussi. Voilà, je suis heureux, moi, quand je fais des petits trucs. Du moment qu'on fait, on est heureux, quoi. Alors moi, là, le petit truc qui est en train de m'intéresser, tout ça, c'est un peu tout ce qui est web-série. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté au niveau du feuilleton, il y a un retour au feuilleton, hein, quand même, qui est quand même assez flagrant depuis quelques décennies, là, presque. Et je trouve que c'est un espace, là, tu vois, se faire sa petite chaîne YouTube où tu peux distiller comme ça tes petits trucs que tu peux faire au fur et à mesure et faire se développer, plutôt rigolo, quoi. Voilà. Et alors, Marc, lorsque tu as réalisé Dante 01, tu as fait ton long métrage à toi. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui te ressemble le plus? C'est ce qui est le proche de ton univers? Alors non, non, pas du tout. C'est pas celui-là que je devais faire juste après La Cité des Enfants Perdus. C'était un autre projet où j'ai bossé pendant je sais pas combien d'années dessus, qui était une adaptation de La Chasse au Snark de Lewis Carroll. Et j'ai même été voir la Paramount, tout ça. Et puis à un moment, ça s'est pas fait. Donc après, je suis parti sur d'autres trucs. Et un autre aussi de science-fiction. J'ai écrit un autre truc avec Alexandre Jodorowsky. Et puis bon, voilà. Si j'ai une pile comme ça de scénarios que j'ai pas réussi à faire, quoi. Et puis un autre truc, là, le dernier, c'est un truc d'après Kafka. Mais bon, c'est de ma faute, hein. À chaque fois, je fais que des sujets qui intéressent personne, donc sauf moi. Donc voilà, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Mais bon, en même temps, moi, faut que je sois possédé et que ça devienne une obsession. Faut que dès que j'ai un truc qui me... Mais même, tu m'avais financé un projet, un scénario mètre cube, voilà, mais bon, ça c'est... Puis récemment, tu as fait Loop. Voilà, alors c'est un court-métrage, voilà, c'est un très expérimental. Tout à fait. Ouais. Et il n'est pas encore sur YouTube, hein, parce qu'il y avait un contrat. Voilà, parce que c'est Canal+, qui... Il sera un de ces jours sur YouTube. Ouais. Tout à fait. Donc c'est quoi Loop, ça s'appelle? Loop. Et on pourra le voir bientôt alors? On sait ou pas encore? Oui, je pense que là ça va finir avec le Covid et tout ça. Ça doit faire le nombre d'années où ça peut maintenant apparaître. Là, c'est Loop avec 3 O. D'accord. Voilà, Loop. Alors un petit mot sur les robots avant que je passe la parole au public. Tous les deux, vous avez abordé le sujet de manière très différente. Alors Marc, il y a un documentaire sur les robots japonais qui est j'avais intéressant. Commencé il y a super longtemps, parce que les robots, ça m'intéresse depuis une éternité. C'est quand même Asimov, moi j'ai été biberonné avec tout ça. Et donc on avait déjà fait un clip ensemble pour Jean-Michel Jarre, où j'avais designé tous les robots qui nous ont été volés. Donc si un jour, j'aimerais bien retrouver qui le salopard qui nous a piqué tous les robots, là, mais donc des vieux robots comme ça. Et puis après, moi, oui, effectivement, j'ai été faire un documentaire au Japon grâce à un journaliste qui est installé là-bas, un journaliste français, et qui m'a dit, on avait sympathisé, il m'a dit, il y a quelque chose que tu aimerais faire au Japon? J'ai dit, il y a 2 sujets, les Ainus et puis les robots. Alors l'autre, les Ainus, ça va être compliqué, mais les robots, je peux peut-être... Et voilà, j'ai été faire un petit truc... Mais bon, c'était aussi avec tout petit budget et tout ça. Oui, mais ce qui est intéressant dans l'approche de ce documentaire, c'est de mélanger la science-fiction et la réalité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les créateurs de robots de science-fiction s'inspirent des vrais roboticiens et vice-versa. Oui. C'est ça qui m'a le plus halluciné à ce moment-là, c'est que
tous les mecs, les grands roboticiens qu'on allait interviewer, ils disaient « Oh ben moi je fais tel robot à cause de Astro Boy et les autres, ah ben non, nous quand on fait un peu plus du méca, tu sais, avec c'était parce qu'on aimait Gundam et tout ça, tu vois. Donc et puis maintenant c'est encore plus bizarre parce que ils demandent aux designers de manga de designer le look des robots, des vrais robots. Donc au bout d'un moment, tu as une genre d'interaction entre l'imaginaire et puis la science qui est complètement hallucinante. Et l'autre truc, moi, qui m'a le plus aussi intéressé, c'est que quand tu vas dans les laboratoires, il y a un moment, on n'était pas là quand la vie s'est développée. Pourquoi les oiseaux, ils ont des ailes, pourquoi... Alors que là, on est là, il y a une nouvelle espèce qui est en train de naître, mais tu vois qu'il y a des trucs qui font parce que ça coûte moins cher. Tu vois, il y a un genre le design de pourquoi ils marchent avec des roulettes, parce que ça coûte moins cher que de faire avec des jambes et des choses comme ça. Donc c'était vraiment passionnant, quoi. Et alors Jean-Pierre, les robots, c'est devenu un sujet de gag pour Big Bug. Oui, moi j'avais envie de faire une comédie qui coûte pas cher, donc d'être dans un lieu clos, donc des gens pris en otage. Donc on a fait 5 ou 6 robots et chacun est inspiré. Par exemple, le robot sexuel s'est inspiré de Jude Law dans AI. Le Decker, notre robot mécanique, lui c'est un peu Wall-E. Et puis après, il y a un héros un peu Marvel Comics, il y en a un autre, c'est un peu la série Real Humans. Enfin voilà, on a pris un peu toutes les références qui existent, quoi. Mais sans se prendre au sérieux, c'était juste une comédie. Un film comme ça pourrait plus sortir au cinéma aujourd'hui? C'est plus possible? C'est pas ça, c'est que j'ai pas réussi à le monter en France parce que le mélange de robots et de comédie, on m'a dit mais ça marche pas, il faut faire un film américain ou une comédie, mais il n'y a pas de robots dans les comédies. Et je l'ai traîné pendant 4 ou 5 ans, et puis finalement Netflix m'a dit oui en 24 heures. Et ils m'ont laissé une paix royale, une totale liberté. Ils ont presque doublé le budget, et voilà. Et on le revoit. Alors. Il y a eu des retours qui n'étaient pas forcément super positifs sur le film. Aujourd'hui, de toute façon, il faut parler plus fort que les autres. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu referais, toi, sur le film, maintenant en analysant le retour des gens, ou pas forcément? Oui, je les ferais jouer plus vite, parce que comme c'est un lieu clos, que j'ai décidé de ne pas faire de chant contre chant, mais de faire une mise en scène fluide, du coup, ça rame un peu quand ils sont dans la même pièce pendant longtemps. Aujourd'hui, je les ferais jouer 3 fois plus vite. Et les robots, alors il faut savoir que les robots existent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des créations numériques. Pascal Molina, qui a participé à Irvine, le cerveau dans le bocal avec toute la machinerie, qui a fait le petit miroir qu'on voit dans la cité, qui a fait la magnifique main de bois dans le long dimanche de fiançailles, a fait un Einstein, une tête en métal et bois, animée par 82 micromoteurs, et qui marchait en reconnaissance faciale. C'est-à-dire que je le dirigeais lui, il jouait devant un iPad et la marionnette reproduisait exactement ce qu'il faisait. Et on avait enregistré la voix de Dussolier à l'avance et il parlait avec la voix de Dussolier. Un truc extraordinaire parce que les acteurs jouaient vraiment avec tous les robots. Il n'y avait rien fait en image de synthèse après. Et ces robots-là, ils sont exposés à Lyon? Ils étaient exposés à Lyon, ça vient de terminer là. Ouais. Ouais. Donc ils existent physiquement. Alors je propose qu'on élargisse l'échange, qu'on fasse parler un peu vous tous qui êtes là. Ça fait quoi de retravailler 25 ans après sur un film qui était terminé, de vous retrouver ensemble sur ce film? C'est un peu, franchement, c'est un peu bizarre parce que voilà, il y a quand même une impression de patiner un peu sur place, mais ça se refuse pas de refaire une belle restauration. Donc Darius Khondji n'était pas disponible, Marc non plus, donc je me suis tapé le réétalonnage pendant 1 semaine et demie, mais je regrette pas de l'avoir fait. Surtout que lundi, maintenant, je vais commencer Délicatessen. On va restaurer aussi Délicatessen, mais qui a moins besoin. Lui, ça a gagné beaucoup, vraiment. On a gagné dans les détails. Délicatessen, il s'agit de refaire pareil, mais bon, évidemment plus défini puisque ça sera en 4K HD. On sait déjà un peu ce qu'il y aura comme bonus sur ces 2 éditions, ou c'est trop tôt? Oui, c'est trop tôt. Alors, soit Canal décide de faire un des bonus actuels, c'est-à-dire d'aller réinterviewer tous les participants, de les sortir des EHPAD et de les faire venir, et on dit oui, je me souviens. Ça peut être ça, ou alors de réutiliser les bonus de l'époque qui avaient été tournés, des petits trucs qui avaient été tournés. Non, mais il y a des répétitions, des choses comme ça. Il y a beaucoup de travail graphique qui a été fait en amont. Ce serait peut-être intéressant de joindre des dessins, des storyboards. Oui, mais ça y sera, évidemment, oui, bien sûr. Puisque c'est exposé, donc ça a été photographié et tout. Une autre question? Je voudrais juste savoir dans quelles circonstances a émergé le projet La Cité des Enfants Perdus. D'où vous est venue l'idée de créer ce conte qui mêle un peu fantastique et steampunk? Alors à l'époque, ça s'appelait pas steampunk, ça existait même pas le terme, je crois. Et nous, juste après le bunker de la dernière rafale, c'est ce qui nous est venu. On a voulu faire ce film. On a envie de tourner dans un port. Voilà.
Et puis les deux personnages, le grand mec et la petite fille, qui sont venus tout de suite. Il venait pas un peu d'une bande dessinée italienne, là, de Ranx et Rox? Non, parce que c'était plus... Non, pas vraiment, non. Mais bon, après, c'est vrai que le couple... c'était un robot, l'autre. Voilà. Mais voilà, et puis on n'a pas réussi à le monter. La première version, c'était vraiment différent. C'était plutôt Moby Dick. Ils attrapaient les enfants pour servir d'appât pour attraper un gros poisson. Mais il y avait déjà la plateforme en mer, les mines, tout ça. Très tardi, la plateforme en mer, inspiration tardive. Puis il y avait d'autres personnages qu'on n'a pas réutilisés. Il y avait plein de scènes qui étaient marrantes. Et puis, on n'a pas réussi à trouver le financement. Donc on a écrit un autre truc qui s'appelle 110 en dessous de zéro, un truc sur la cryogénisation, avec Dominique Pinon encore aussi. Qui n'a pas trouvé non plus. Non plus, voilà. Pourtant, j'ai fait carrément tout le storyboard au Macintosh à l'époque, tu vois, en 84, un truc comme ça. Provence, Et puis, on n'a pas trouvé le pognon non plus. Donc, on avait des producteurs. Et puis, à la fin, le dernier jour du storyboard, là, c'est la secrétaire qui a appelé pour dire « Ah oui, au fait, ça ne les intéresse plus. » Et puis, c'était aussi... Moi, j'ai fait tout le storyboard sur ordinateur en noir et blanc, parce que, tu vois. Puis, il dit « Ah, mais il n'est pas en couleur. » Je dis « Moi, je veux bien vous le faire en couleur, mais ça va vous coûter la peau des fesses. » À l'époque, c'était compliqué, quoi. Et puis, là, on s'est dit « Bon... » À chaque fois, ça nous prend quand même 1 an pour écrire, pour faire le board, pour le développement et tout ça. Même du repérage, on avait été faire. Moi, j'avais fait des petites peintures et tout ça, tout un petit travail de pré-production comme ça. Puis on s'est dit bon, on va juste faire un petit traitement d'une 30aine de pages sur une idée que tu avais eue. Et puis moi, tout de suite m'est venu le comment ça s'appelle, pour présenter le dossier. J'avais imprimé sur du papier de charcuterie là, tu vois, paraffiné, le petit cochon. Et puis on a écrit le truc que tu as présenté à Claudie. Oui, c'est Claudie Ossard qui a embrayé le truc. Elle l'a présenté à Gaumont. Ils ont dit oui, il faut y aller. Et puis on l'a écrit. Puis après, le patron de Gaumont, j'ai souvenir d'un dîner mémorable, il dit nous sommes passés à côté d'un très grand film. Donc ça ne les intéressait plus. Et là, Claudie a mis 1 an avant de le monter. Et finalement, elle a fait un deal avec UGC de 4 films. Et ils étaient désespérés de produire cette merde. Je revois Alain Susfeld, le patron du UGC, visitant les troglodytes en train de crapahuter dans les égouts là, de délicatessen. Il me regarde et me fait vous savez que vous avez beaucoup de chance. Et après, on est à Cannes. Le film s'est vendu en 1 semaine dans tous les pays du monde. Et je lui ai dit vous savez que vous avez beaucoup de chance. Bon, le mec de Gaumont est venu après nous dire je me suis trompé. Une autre question? J'aime pas voir ses mains tendues comme ça. C'est inquiétant. Hein, j'aurais dû mettre en scène. Oui, c'est ça. Ou alors le point, tu vois, c'est pas un truc, quoi. Non. Alors, de revoir le film, j'avoue, j'ai été très content. En même temps, ça m'a rendu un peu triste. Parce qu'en fait, moi, je suis producteur d'une 40aine d'années, donc jeune producteur, comme on dit. Et j'ai l'impression qu'en fait, des films comme ça, on n'en aura plus en France. Non, c'est vrai, oui. Et enfin, j'ai vu vos interviews, forcément, sur le sujet. Et comme moi, je me retrouve dans la situation où j'ai des trucs qui passent, c'est en général les plus navrants. Et les trucs les plus ambitieux ou les plus sympas, on n'arrive pas à les financer. Et même quand on arrive à les financer, on n'arrive pas à les diffuser. Donc je voulais avoir votre avis sur le sujet. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Astérix, qui a coûté 45 ou 50 millions. Donc ça n'a pas de sens. Alors je sais que ça s'est bien prévendu, mais je suis un peu inquiet pour eux. Parce qu'à ce prix-là, pour amortir un film, ça paraît impossible. Quoi. Pour quel film ? Astérix, le prochain, fait par Guillaume Canet. Donc, vous riez pas, j'ai rien dit. Ouais, mais là on est sur une franchise. Là, c'est vrai que la cité, on part de rien, quoi. Mais même le long dimanche de fiançailles, aujourd'hui vous ne faites plus. Mais pire que ça, on me dit Amélie, tu n'as aucune chance de le faire aujourd'hui parce que c'est décalé. C'est un peu décalé, c'est pas totalement réaliste. Manque de bol, moi je travaille avec des gens qui sont beaucoup inspirés de vous, de Fincher. C'est rigolo d'ailleurs, je trouve qu'il y a des parallèles entre Fight Club et Amélie Poulain. Je laisse les gens réfléchir sur ce sujet. Mais moi, si, je l'ai un peu retrouvé. Il y a un côté un peu anti-système, mais en même temps qui va un peu trop loin. Bref. Surtout quand on collectionne un petit peu la graisse, là, tout ça. Voilà, c'est ça. Elle collectionne les photos. Mais effectivement, le truc, c'est que oui, j'ai l'impression que tous ces auteurs-là, moi, je suis un peu frustré parce que personnellement, j'ai arrêté la réalisation depuis longtemps. J'aimerais bien leur fournir en fait des projets qui se font. Non, mais c'est plus. Bon, je pense que globalement, c'est plus au Cinoche qu'il se passe les choses. Il faut quand même, tu vois, c'est un moment. Il y a d'autres espaces où je pense que c'est là que va se produire. Moi, je vois les mélanges
de choses qui se passent sur Internet, sur machin. C'est là qu'il y a des trucs. Les mômes, ils vont, tu vois, au bout d'un moment, ceux qui veulent se développer dans l'imaginaire, tout ça, ils vont sur les plateformes, ils vont sur, tu vois, sur des trucs. Ils vont voir les influenceurs. Non, il s'est passé un truc il y a quelques années, on l'a pas vu venir, c'est que le marketing a pris le pouvoir. Il y a eu un putsch. Et autrefois, vous alliez voir Madame Nathalie Bloch-Léné de chez Canal+, Monsieur Hérault de FR3. C'est fini. Vous avez des comités de lecture que vous ne rencontrerez jamais. Et dedans, c'est des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui veulent tout formater parce qu'ils ont appris qu'il faut hooker le spectateur, qu'il y ait des cliffhangers. Ils sortent des noms à la con comme ça. Et ils sont persuadés qu'ils ont raison. À la page 53, il faut qu'il y ait un retournement de situation. Ça doit être comme ça. Ils ont des formules et ils vous expliquent comment il faut faire. Le scénario pour les nuls, tu sais, d'Hollywood, là, où tu as 1 minute par page et puis à la 30e page, tu as le... Mais c'est pas que dans le cinéma. Jean-Paul Gaultier m'a disait la même chose. Il y a des gens qui lui expliquent comment faire ses costumes. Michel Troisgros, le chef, me disait la même chose. Dans tous les domaines, les architectes, partout, tout. Voilà, c'est plus que ça. Le marketing a pris le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va pas faire des petits trucs pas chers, être créatif en faisant des petits trucs qui coûtent rien, ou alors lutter contre eux, essayer d'être diplomate. C'est vrai que sur Alien, c'était pas simple non plus tous les jours. Quand j'ai fait Alien, il fallait quand même négocier, il faut essayer de rester ouvert et puis d'essayer de les contourner, quoi. Il y a des nouveaux outils aussi qui vont permettre de développer des mondes imaginaires. Hein. Tu vois, moi, quand je vois Unreal Engine, quand je vois toutes ces choses-là, je me dis, bon, on peut faire des trucs. Quand je vois certaines séries là, qui viennent du jeu vidéo, comme Arcane et des choses comme ça, je me dis, putain, c'est pas perdu, quoi. Tu vois, il y a un potentiel de créateur où Run, il avait fait un petit film là, sur Metafuckaz et tout ça. C'est super, tu vois. Donc, il y a la possibilité. Il faut trouver les nouveaux outils. C'est là. Ils vont crever tout seuls. Hein. Alors, leur film, quand on nous refait, ça fait 15 fois là, qu'on nous fait péter l'étoile de la mort et tout ça, au bout d'un moment, même si t'aimes ça, t'en as ras le cul. Tu vois, tu vas te dire, bon, on peut pas faire péter autre chose. Mais ils la reconstruisent à chaque fois, donc ça va. Ouais, mais à un moment, tu vois, le public. Tu vois, c'est comme pour les machins, ils ont arrêté, il y a 2-3 films, ils n'ont pas fait, ils ont vite fait en série, parce que les gens, ils vont plus, à un moment, même si tu donnes au public que ce qu'il aime, admettons, vous aimiez tous le caviar, j'en sais rien, mais tu vois, je vous file du caviar tous les jours, mais au bout d'un moment, vous en avez marre, vous voulez une saucisse de Strasbourg, hein, tu vois, je sais pas, il y a un moment... Il y a besoin de ce truc-là, il y a besoin de faire de la recherche et du développement. Là, ils nous font que des trucs qui ont marché. Tu vois, les Tuches 12, moi j'en sais rien. On peut aimer ça. Moi je m'en fous. Je vais pas les voir, donc je m'en fous. Mais j'aimerais bien avoir pas que ça comme choix. J'aimerais bien avoir un polar, un film de KPDP, des machins. Moi quand je vois la richesse qu'il y avait à une époque dans le cinéma italien et que je vois l'appauvrissement qu'il y a eu à cause de ce connard de Berlusconi, ça me rend triste, tu vois, et j'aimerais pas que ce soit ça qui se passe en France. Là, on a un peu cette tendance, soit tu fais du drame social, soit tu fais les tuches. Tu vois, c'est quand même triste. Alors que tu as des potentiels, là, tu vois. Même, je suis pas forcément fan, mais je vois des propositions comme Titane, je me dis, putain, ça fait quand même du bien, c'est quand même un truc différent. J'adore pas le film, mais quand même, tu vois, c'est au moins des nouvelles propositions. Et donc, moi, j'aimerais bien avoir... plus de trucs. C'est vrai qu'on a eu tellement de chance. Moi, j'en ai fait 8 en tout, avec une totale liberté, des gros budgets, et quand même un certain succès. Donc, on a eu beaucoup de chance. Mais là, ça se complique. J'aimerais pas avoir 30 ans. Enfin, que pour ça. Hein. La musique a une place importante dans la Cité des Enfants Perdus. Et en fait, je me demandais comment s'était passée la collaboration avec le compositeur. Et si vous, quand vous concevez le film, vous avez déjà une idée plus ou moins précise de ce que vous vouliez au niveau de la musique et comment ça se passe en fait? Alors, je pense que pour tous les deux, c'est 50-50. Hein, 50% le son, 50% l'image. Et déjà, dès le bunker de la dernière rafale, le son était présent, puisqu'il n'y avait même pas de dialogue. Dans la Cité des Enfants Perdus, il y a des séquences, hein, le sommier et tout ça, c'est quand même purement musical. Délicatessen, ouais. Et voilà, c'est parce qu'on me sort les pattes de temps en temps, moi des fois ça. Tu vois, là, dans le cas de la Cité, on ne savait pas, et au montage, on a essayé de mettre des musiques de Blue Velvet, de Twin Madame Peaks, Twin Peaks,
Et on s'est dit, c'est génial, on tente le coup, on n'a rien à perdre. Et bizarrement, il nous a répondu, on a été le voir à New York et il y a été. Et un jour, on a reçu, tout était fait. C'est heureusement que ça nous plaisait parce que tout était maquetté. Hein. Et on a été à Prague, l'a enregistré, et voilà. Un homme charmant, et j'ai retravaillé avec lui sur le long dimanche de fiançailles. Parfois, on sait à l'avance. Pour Délicatessen, c'est Marc qui avait l'idée de Carlos D'Alessio. On savait à l'avance. Donc la petite pouvait répéter un morceau de violoncelle pendant un an, pendant le temps que ça a pris pour trouver l'argent. Tous les jours, elle répétait. Il y a une anecdote marrante, c'est qu'un matin, elle se lève, il y avait des peintres dans sa cour qui sifflotaient la musique qu'ils avaient entendue d'un film qui n'était pas encore tourné. Pour Spivett ou pour Micmac, j'ai pris des débutants qui n'avaient rien fait et je leur ai confié la musique d'un film. Et donc leur vie a changé. Raphaël Beau, qui a fait Micmac, il a fait aussi le Cirque du Soleil depuis. Et sur TSPS, c'est un petit Canadien qui faisait du violon, il faisait des mariages avec sa femme. Donc il a voyagé dans le monde entier pour la première fois. J'aime bien quand en plus il y a une belle histoire humaine derrière. Mais il y a aussi le fait que c'est pas que la musique. C'est aussi, il y a un travail sur le sound design et tout ça. Il y a quand même tout un travail sur l'espace sonore dans Délicatessen. Là aussi, tu vois, il y a quand même... c'est un peu comme... même déjà dans les films de Sergio Leone, dans le début d'Il était une fois dans l'Ouest, vous vous rappelez des gouttes d'eau qui tombent sur le crâne du mec, des éoliennes, du bruit du train, autant que des mélodies faites avec comment ça s'appelle, l'harmonica. Et donc c'est un vrai travail global sur la bande son du film, quoi. Et c'est vrai que c'est pas juste du dialogue avec des grands orchestres, avec du violon quand faut faire pleurer le gens, la percu quand c'est des films d'action, tu vois. À un moment, c'est bien les décalages, les surprises encore au niveau auditif. Et encore une fois, le marketing, je sais que c'était sur Spivett. On m'a dit, ouais, quand même, il faudrait les grands orchestres, il faudrait quelque chose de plus... Voilà, on me poussait à ça, alors j'ai résisté. Mais quand vous résistez, ben après, le film est un peu sacrifié. On le distribue moins bien. Alors, autre question. Bonjour. Ma question, ça concernait vos acteurs. Comment est-ce que vous collaborez avec eux? C'est-à-dire par rapport à vos influences dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Et dans le cas de Dominique Pinon, est-ce que vous l'avez rencontré? Il avait déjà cette expressivité-là? Bah, ça passe généralement par des essais. Toujours faire des essais. Il y a peut-être qu'avec Jodie Foster que j'en ai pas fait. Sigourney Weaver non plus. Mais sinon, oui, c'est des essais en casting qui commencent déjà à ressembler à des répétitions. Après, il peut arriver qu'il y ait des mauvaises surprises. Je ne citerai pas de nom, mais vous pensez à un acteur ou une actrice et puis vous êtes déçu, donc c'est toujours un peu délicat. C'est pour ça qu'il faut faire des essais pour avoir la confirmation que vous allez bien vous entendre, que l'un et l'autre vont être heureux. Mais même avec des acteurs avec qui on a travaillé, après, il y en a qui nous ont tenu un peu rigueur de ne pas les avoir repris après, mais c'est juste qu'ils ne correspondaient pas au personnage qu'on avait dans la tête. C'est pas, ça ne remettait pas du tout en question la qualité de comédiens qu'ils ont tous. C'est vrai qu'on a, nous, on a un choix d'acteurs, de composition qui est quand même, ils n'auront pas à faire leurs preuves. Mais sauf qu'à un moment, voilà, ils ne correspondent pas à l'idée. Et à Hollywood, c'est normal. Hein. J'ai vu tout Hollywood pour Alien. J'ai vu passer tous les acteurs. Pour eux, c'est pas un problème de venir faire des essais. Je me demandais comment ça se passait pour le jeu d'acteurs des enfants. Comment vous gériez la direction? Parce que vous avez, dans ce film, quand même réussi à créer une bonne alchimie avec votre duo principal. Les enfants, c'est génial si on ne se trompe pas. Mais bon, il ne faut pas se tromper. Donc, pour ne pas se tromper, il faut faire des heures et des heures et des heures d'essai. Et puis, pour en choisir un, on en voit 2000. Hein. Il faut savoir, Miette, on en a... En fait, c'est la première qu'on avait vue, parce qu'elle avait déjà tourné. Puis après, on en a vu 2000, puis on est revenu à elle. T.S. Pivette, le gamin, j'ai dû en voir 4 ou 5 000, de toutes les villes du monde, quasiment. En vidéo, bien sûr, quand je dis les voir, on ne les rencontre pas. Puis ça dépend de l'âge aussi. Oui, parce que pour ça tourne autour de 9 ans. Hein, voilà, mais par exemple, on avait quand même aussi Denrée pour la cité. Denrée, c'est autre chose. Quand ça a 4 ans, je vais dire un truc qui va vous choquer, c'est comme travailler avec un animal. C'est-à-dire que vous créez des surprises, vous jouez avec lui pour obtenir des expressions, comme si c'était un petit chien quelque part, qui lui échappe, mais c'est des jeux. C'est de jouer avec lui pour obtenir d'autres expressions. Alors qu'à 9 ans, vous lui expliquez le rôle et tout ça. Voilà. Mais il faut entretenir ce jeu, parce qu'autrement, un môme de 2 ans ou 4 ans qu'il avait, s'il n'a plus envie de jouer, il n'en a rien à foutre. Denrée, tu te souviens, il nous disait je m'appelle Zorro et je le ferai pas. Voilà.
Alors là, vous avez 80 millions de dollars d'euros sur les épaules. Le premier jour de tournage, on commençait avec lui, j'ai vomi avant d'aller au tournage. Je me suis dit, mais on est fou, Et en fait, on a vite compris le truc. Il avait une petite doublure pour l'économiser, parce qu'il y a des heures très limitées de tournage. Alors on disait, oh, ben, c'est pas grave, on va le faire avec ta doublure. Ça marchait très bien. Ouais. Mais il nous a tout fait quand même, hein, le petit Doré. Vous ne pouvez pas lui dire, t'as signé un contrat, il faut que tu viennes demain. On en avait un autre aussi, quand même, qui était Daniel Milfork. Ah oui, le plus grand en France, c'était Daniel Milfork. D'accord, ben, alors lui, c'était quelque chose. Quoi. Mais bon, il était tellement extraordinaire, quand même aussi. Non, il ne faut pas se tromper, mais par contre, si vous ne vous trompez pas, après, vous n'avez que des bonnes surprises. Les enfants vous apportent que des trucs. C'est génial, en fait. Mais voilà, il ne faut pas se tromper. Surtout quand ça dure des mois, le tournage. Non, le problème, c'est toujours les mères. Alors ça, que ce soit Spivett ou là, c'est compliqué, les mères. Il faut les gérer. Là, c'était des nuits entières à elle préparer avec son mec de l'époque des fax, je parle de la mère, pour nous menacer. Et tous les matins, j'arrivais, je disais, elle est là aujourd'hui. C'était pas sûr qu'elle soit là, quoi. C'était très compliqué. Et la mère de Spivett, qui était russe, alors là, j'en parle même pas. Non, c'est compliqué. Ouais, ça se sent pas, il est bien le gamin de Spivett. Ah non, ça se sent pas, mais c'est Spivett, il s'est passé un truc horrible, c'est qu'il a signé pour une série un jour avant nous. Et donc, ils avaient priorité. Donc, j'ai appelé le salopard d'Américain qui avait fait Scream, et je lui ai dit, aidez-nous, parce que vous avez priorité, mais communiquez-nous vos trucs. Et c'est un avocat qui a répondu, de la Warner, je crois, et qui dit, vous n'avez pas compris, vous n'avez plus de môme. Donc, c'est fini, vous êtes mort. Et on était à la mi-tournage. Donc on était en train de... Je commençais à calculer tout ce que j'avais. J'allais perdre toutes mes maisons, tout ça. J'ai commencé à calculer. On était dans une merde effroyable. Et donc on a triché, on a pris une doublure. Souvent, dès qu'on voit ses pieds, c'est une doublure. Et on passait entre les gouttes. On le faisait venir en hélicoptère de New York à Montréal. C'était un enfer, un cauchemar. Heureusement que le môme était super sérieux, super costaud moralement et physiquement. Parce que ça a été vraiment très très chaud, quoi. Mais à l'arrivée, on s'en fout, tout ça, on oublie tout, on se rappelle que des bons souvenirs.